Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bonjour tout le monde, vous êtes dans Café Coaching, on est ensemble jusqu'à 14h. Alors, vous entendez ma voix ? Je suis un peu comme tout le monde, j'ai la crève. Donc je vais essayer de tenir toute l'émission sans quinte de tout et sans perte de voix. Mais au pire, j'ai Corinne Bell avec moi qui fera l'animatrice et l'invité en même temps. Alors elle est coach et formatrice et aujourd'hui elle vient nous parler du burn-out. Une nouvelle maladie ou une ancienne maladie reconnue. En fait, on va justement lui demander de lui poser toutes ces questions. Et puis lui demander des conseils pour l'éviter. Et puis si on y est, des conseils pour en sortir. Voilà, on est ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Elodie. Merci d'avoir... Alors, je vais juste se placer comme il faut. Hop, le micro de Corinne, histoire qu'on l'entende bien. Alors, merci d'avoir répondu à mon invitation, d'être parmi nous aujourd'hui, parce qu'en plus, Corinne, elle n'est pas de Lyon, elle a fait quelques kilomètres pour venir... Oui, exactement, je viens d'Annecy, en Haute-Savoie. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Ça va bien se passer aujourd'hui. Oui, donc je suis Corinne Bell, je suis coach et formatrice. Alors, formatrice dans le domaine du commercial, de la vente et de la négociation, ça correspond à mon expérience, et également sur du savoir-être en entreprise. Et au niveau du coaching, je me suis spécialisée sur le burn-out. Donc, j'aide les personnes en situation de souffrance professionnelle à se sentir bien, à atteindre leurs objectifs. Et ne pas sombrer, bien sûr, dans le burn-out. Oui. Donc pour cela, je travaille essentiellement sous forme de séminaires et d'ateliers. Donc des séminaires burn-out, séminaires attraction de clientèle et week-end manager, essentiellement. D'accord. Alors j'ai une expérience de 20 ans environ en entreprise, dont 10 dans les ressources humaines, en agence de placement, où je suis passée par différents postes. Donc j'ai été déléguée commerciale, consultante en personnel et directrice d'agence. D'accord. Wow. Voilà. Et actuellement, je suis coach donc depuis 8 ans, oui. Et bientôt 2 ans où j'exerce de façon indépendante. Et je suis une inconditionnelle d'Anthony Robbins, oui. Grand coach américain. Je suis très inspirée par ses enseignements et ceux également d'autres coachs comme Jack Canfield, Jim Rohn, Napoleon Hill ou même Margie Aliprandi qui est moins connue en France, mais c'est une grande coach américaine avec qui je travaille actuellement. Vous travaillez avec une coach américaine. Exactement. Wow. C'est pas banal ça. C'est pas mal. Bon, c'est un joli parcours déjà, en tout cas. Et vous pratiquez où principalement en Haute-Savoie ou Non, je me déplace un petit peu partout en France. D'accord. Et oui, et puis même en Espagne, j'ai su, non ? Exactement. Elle est internationale. Alors, est-ce que on se lance dans ce grand sujet du burn-out qui est un sujet de plus en plus d'actualité ? Oui, malheureusement, je dirais. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le burn-out ? Parce que on en entend parler, mais ça veut dire quoi ? Voilà, vraiment ? beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est. Voilà, justement, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà en commençant par une étude récente et qui date de seulement le début d'année 2014 et qui estimait à plus de 3 millions le nombre d'actifs en risque élevé de burn-out. Redites le chiffre. Ouais, 3 millions. Ouais, ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Alors pour autant, il est difficile de savoir exactement combien de personnes sont touchées par ce phénomène et qui va peut-être devenir le nouveau mal du siècle. Comme on disait, malheureusement. Et en plus, il est très difficile à déceler. Alors, pour cette raison, je vais vous donner quelques pistes qui vous permettront de l'anticiper. Tout d'abord, la définition du burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. C'est un épuisement professionnel. Exactement. C'est pas un épuisement personnel. Professionnel. Et alors précisément, selon Christina Maslach, qui est psychologue américaine et spécialiste du burn-out,
Il désigne un état psychologique, émotionnel et physiologique résultant de stresseurs professionnels variés. D'accord. Voilà. Donc le burn-out, c'est une réponse de l'organisme à une quantité de stresseurs qui se répètent continuellement et s'inscrivent dans la durée. D'accord. En fait, c'est comme une sorte d'épuisement. Ah bah c'est un épuisement. D'accord. Donc le burn-out, c'est une conséquence de réactions de stress quotidien qui finissent par user et épuiser l'individu. D'accord, ok. Voilà. Et est-ce que, en fait, ce mot burn-out, on en entend beaucoup parler depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, je sais pas. Est-ce que c'est une nouvelle maladie ou est-ce que finalement c'est une maladie qui a toujours... Déjà, est-ce qu'on dit que c'est une maladie, le burn-out ? Le burn-out, c'est une maladie. C'est une maladie comme la dépression, finalement. Voilà, exactement. Et ça, je vais vous en parler parce que la dépression, c'est une conséquence du burn-out. D'accord. Et alors, est-ce que c'est une nouvelle maladie ou est-ce que c'est une maladie qui a toujours existé sur laquelle on a mis un nom ? Est-ce que vous savez me répondre à ça ? Alors, c'est une maladie sur laquelle, effectivement, on a mis un nom de par les faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, on vit une période de crise. Et cette maladie est liée à cette période de crise parce qu'on le verra là dans les informations que je vais vous donner que les causes principales viennent du fait que les entreprises ont changé leur mode de fonctionnement et qui fait que de plus en plus de personnes sombrent dans le burn-out. D'accord. Je dirais qu'en soi, on peut dire que ça a toujours existé, sauf qu'il n'y avait pas de nom. Mais réellement, c'est à notre époque, c'est à notre époque que réellement déjà ça se généralise et qu'on connaît la vraie définition de ce mot-là, quoi. Ça s'est vraiment accentué ces dernières années, quoi. Exactement. Alors, j'ai une autre question. Alors, est-ce qu'il y a certains métiers... Alors, on va le faire dans l'ordre. C'est plusieurs questions en une. Pardon. Oui. Pardon, si vous m'entendez mal. Alors, est-ce qu'il y a certains métiers, est-ce qu'il y a certains milieux, est-ce qu'il y a certains caractères ou traits de personnalité et est-ce qu'il y a certains âges qui sont plus exposés ? En gros, voilà. Déjà, première question. Est-ce qu'il y a des cibles ? Première question, est-ce qu'il y a des métiers par exemple, on aurait tendance à dire que les cadres sont plus exposés. Est-ce que c'est vrai ? Alors, il y a des environnements professionnels où la pression subie peut être très intense. Je pense par exemple au milieu médical, cadre ou non cadre d'ailleurs. Cependant, aujourd'hui, on vit dans des environnements professionnels de plus en plus exigeants. C'est ce que je vous disais par rapport à la crise. Avec une notion de rentabilité. Voilà. Donc, que ce soit le milieu médical, les services publics ou l'entreprise, la pression est là, elle existe. Alors, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans, par exemple, en agence de placement, comme je vous disais. Quand vous avez des intérimaires qui ont peu de compétences, qui passent toutes les semaines pour demander du travail et qu'on n'a rien à leur proposer, parce que le marché du travail est devenu lui aussi plus exigeant, plus pointu, il y a un moment donné où ces personnes perdent pied, elles commencent à entrer dans un processus de frustration, d'énervement, et qui débouche sur la colère, voire même la violence. Alors, on peut se mettre à leur place, oui, mais mettez-vous aussi à la place des personnes qui travaillent en agence. Elles sont de leur côté également soumises à des pressions, à la pression de voir débarquer quelqu'un qui va les insulter, être violent verbalement, voire violent physiquement. Et ça arrive, et plus souvent qu'on ne le pense. Et du coup, par exemple, ça crée... comment dire, ça peut provoquer le burn-out ? À un moment donné, oui. Parce que en fait, on arrive dans le burn-out par un processus très lent. Donc ça s'installe. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive dans le burn-out, c'est parce que tout s'est cumulé depuis un moment. D'accord. Alors donc, des métiers, des milieux, est-ce qu'il y a des caractères ou des personnalités un peu plus sensibles que d'autres ? Alors, sensibles, oui, on dirait, mais plus exposés au burn-out.
Oui. Parce qu'on va parler de seuil de tolérance, par exemple. Il y a des personnes qui supportent mieux le stress, qui supportent mieux la souffrance que d'autres. Donc, ces personnes-là vont résister plus longtemps. Mais pour autant... Est-ce que c'est vraiment bien? Non. Disons que pour autant, elles ne vont pas y échapper si elles sont rentrées dans ce processus. Simplement, il y en a qui seront en burn-out plus rapidement que d'autres. Alors également, statistiquement, les femmes sont plus touchées par la dépression ou le burn-out que les hommes. Eh ben voilà encore un truc, voilà. tiens. Voilà. Parce que aujourd'hui, les femmes, tout comme les hommes, elles ont des ambitions professionnelles, elles ont l'envie de réussir, d'atteindre des objectifs, mais elles ont aussi leur deuxième travail à la maison, les courses, les enfants à gérer. Et voilà, tout ça, ça met une pression supplémentaire. Et est-ce qu'il y a des âges plus... Est-ce qu'il y a des périodes de la vie où on est plus exposé? Peut-être que... Enfin, on aurait peut-être tendance à dire quand on est jeune, on a plus de vitalité, mais en même temps, on est plus sensible. Est-ce que... Oui, donc... Ça, au niveau de l'âge... Il n'y a pas de je dirais règle. que tout le monde... Non, il n'y a pas de règle, tout le monde peut être touché. Oui. Après, peut-être une personne qui avance vers l'âge de la retraite, qui se sent vieillir, aura tendance à sombrer dans le burn-out plus vite et plus facilement que quelqu'un de plus jeune, parce qu'il aura plus de peur par rapport à la perte de son emploi, par exemple. Plus de difficultés à gérer la pression. Voilà, exactement. D'accord. C'est intéressant tout ça. Alors... Est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler des causes, les principales causes liées au burn-out? Parce que déjà, avant de parler, même de donner des conseils, les causes du burn-out. Alors déjà, les origines de l'épuisement, elles sont multiples. Oui. Il va y avoir la surcharge de travail, les délais qui sont trop courts pour exécuter ce travail, un travail trop intense, un mauvais équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce qu'on verra que la vie personnelle, elle en prend un coup forcément. Il y a vraiment une notion de gestion du temps. Hein. Oui. Oui, gestion du temps et des priorités. Exactement. Il y a le fait aussi que on récupère peu ou pas après le travail, parce qu'on s'investit fortement dans son travail. Il n'est pas forcément reconnu par la hiérarchie, et ça fait partie aussi des causes. Alors, donc toujours Christina Maslach, cette psychologue américaine, spécialiste du burn-out, elle le définit selon 3 éléments réunis. Donc la première phase du burn-out, c'est la fatigue psychologique. Donc l'individu est tellement absorbé par ses activités professionnelles qu'il est obligé de puiser dans ses ressources personnelles, et il est, comme on dit, au bout du rouleau, quoi. Il n'a plus d'énergie. Ouais. Ensuite, on a la deuxième phase, qui est l'état de dépersonnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est-à-dire, c'est une attitude négative et détachée envers son entourage. Donc quand je parle d'entourage, c'est global. Ça va être entourage familial, ça va être les collègues, ça va être la direction, que limite on va prendre pour des objets. Oui, d'accord. Et la troisième phase, ça va être un sentiment d'inaptitude et la dévalorisation de soi. Donc la personne n'a plus confiance en elle, en ses capacités professionnelles, elle se démotive et elle tombe dans la dépression. D'accord. Donc en fait, la dépression, c'est un signe, on pourrait dire, avant-coureur du burn-out? Non, alors ça justement, je vais définir ce que c'est le stress et ce que c'est que la dépression, parce que justement, souvent, on a un petit peu tendance à voir des burn-out partout. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'aborder le sujet, parce que on entend de plus en plus c'est un burn-out, mais bon, c'est quand même pas anodin. Un burn-out, c'est quelque chose de lourd. Non, c'est pas anodin, loin de là. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup tendance à le confondre avec un stress excessif ou avec de la dépression. Un gros coup de fatigue même. Voilà, exactement. Donc, déjà, si on commence par le stress, alors le stress, selon la définition qu'on trouve sur Wikipédia, c'est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou à des contraintes de la part de son environnement.
Et ces réponses dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. D'accord ? C'est simplement, le stress est là pour nous aider à nous protéger En fait, quand on oui. sent une menace. C'est ça, hein, Non. c'est ce qu'on appelle une émotion négative, mais qui n'est pas si négative que ça. Enfin, négative dans le sens où elle est pas, c'est pas de la joie, c'est pas de... Non, alors je vous reprends, le stress, c'est pas Oui, négatif en soi. Oui, mais c'est ça que je voulais... Voilà. C'est ça que je finis. Donc, une émotion négative, mais qui n'est pas négative en soi, puisqu'elle est là pour nous avertir que, comme la colère, comme la tristesse, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je disais négatif, c'était dans le sens qui n'est pas agréable, en fait. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Alors, le stress peut être utile aussi. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire. C'est que, en fait, toutes les émotions toutes les émotions ou les ressentis sont pour moi utiles et puis c'est des capteurs, quoi. Ils sont là pour nous dire attention, oui, ça va bien ou attention, ça ne va pas. Voilà. Alors attention, parce que le stress n'est pas une émotion. Oui. Mais effectivement, il est là pour nous dire que voilà, par rapport à ma perception des choses, des événements, là, il y a une menace. Donc, en clair, le stress, c'est une réaction à une menace, une réaction physique à une menace. Voilà, et du coup, tout dépend de chacun, comment la menace est perçue. Ça, c'est très important, la différence de cette notion de perception. Oui, c'est chacun voilà. Sa réalité, quoi. Oui, exactement. Mon monde n'est pas le monde, comme dit Anthony Robbins, justement. La façon, un même événement, il va être perçu de deux façons complètement différentes. Par des personnes. Alors, je prends souvent un exemple. Vous avez deux enfants qui jouent à la mer. Puis d'un coup, il y a une grosse vague qui arrive, qui les renverse. Il y a un enfant qui va partir voir sa mère en pleurant, il a eu peur. Et puis l'autre enfant qui est tout content, qui va y retourner et attendre la vague suivante. Ouais. Et pourtant, l'événement est exactement le même. Et le même, d'accord. Du coup, ça c'est le stress. Voilà. Alors, le stress en soi, donc, comme on disait, il n'est pas nocif à partir du moment où il est ponctuel. Et c'est quand il devient chronique qu'il y a effectivement un risque pour l'individu, parce que là, on arrive à l'épuisement de l'organisme, autant physique que psychologique. D'accord, donc ça, c'est le stress qu'on pourrait dire quotidien. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous définir quand même la dépression, pour qu'on puisse faire vraiment la différence entre chacun. Donc, la dépression ou trouble dépressif, donc ça, c'est une maladie psychique qui est fréquente, et cette maladie, par ses troubles de l'humeur, elle perturbe fortement la vie quotidienne. Alors, de nombreux facteurs psychologiques, biologiques ou environnementaux sont en cause dans sa survenue, mais c'est une véritable maladie psychique. Et l'humeur dépressive entraîne une vision pessimiste du monde et surtout de soi-même. Donc la dépression fait partie des conséquences du burn-out. Donc quand vous êtes en burn-out, vous êtes dépressif, mais quand vous êtes dépressif, vous n'êtes pas nécessairement en burn-out. Pas forcément en burn-out. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus dans le burn-out ? Alors, donc, le burn-out, il est lié à l'environnement professionnel. D'accord. Oui, c'est ce qu'on disait au début. Exactement. Donc, il y a des signes, des symptômes qui sont caractéristiques et qui peuvent vous mettre sur la voie ou en tout cas vous indiquer qu'il y a un risque pour vous ou quelqu'un de votre entourage. Donc, déjà, les symptômes, les principaux symptômes. Parlons des symptômes. Voilà. On les regroupe en 3 catégories. Donc, on a ce qu'on appelle déjà les symptômes physiologiques. Donc, ça va être une fatigue chronique. Hop, on parle devant le micro. Pardon, j'ai failli. Je lui dis, on parle devant Assommé le micro. Par le micro. Et j'ai failli l'assommer avec le micro, c'est pas mal. Donc, on en était aux symptômes qu'on regroupe en 3 catégories. Donc, on a les symptômes dits physiologiques. Donc, c'est ce qui est la fatigue chronique. C'est quand vous présentez des troubles du sommeil, que vous avez l'impression de vous lever encore plus fatigué que quand vous vous êtes couché.
Vous avez des insomnies, vous avez régulièrement des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles de l'appétit. C'est des maux chroniques, quoi. Exactement. Mais qui sont liés à l'environnement du travail, qui disparaissent quand on n'est plus au travail, par exemple. Disons que si justement à un moment donné ça fait partie des symptômes. D'accord, ça peut continuer. Ouais, même, exactement. Si vous ne changez rien, ça va perdurer. D'accord. Ensuite, on a les symptômes dits cognitifs et affectifs. Donc où là, on a le sentiment de plus être efficace au travail. On a des troubles de l'attention, de concentration, des troubles de la mémoire. Vous êtes pessimiste, dépressif, comme on disait. Vos problèmes personnels, c'est la faute des autres et du système. Et enfin, on a les symptômes comportementaux. Donc là, déjà, vous compensez votre manque d'efficacité par les heures sup. Oui, parce que du coup, on perd en efficacité. Ah complètement. Du coup, c'est un cercle vicieux, quoi. Voilà. Vous êtes facilement irrité, vous vous mettez en colère pour un rien. Vous ressentez un fort sentiment de solitude, vous vous repliez sur vous-même. Donc du coup, vous vous éloignez des autres, déjà de votre entourage proche, votre famille et vos collègues également. Et malheureusement, vous pouvez aussi devenir dépendant de l'alcool, du tabac, la drogue, les médicaments, après, toutes les choses qui font que... C'est le cercle vicieux, quoi. Exactement. En fait, l'état dans lequel on est fait que, du coup, ça nous confirme presque ce sentiment d'être nul, d'être... Voilà. Disons que si vous avez tous les symptômes que je viens de citer, courez chez votre médecin. D'urgence. Oui. Mais déjà des symptômes chroniques d'insomnie, de fatigue, de manque d'appétit. Alors attention, on entend par chronique quand ça dure plus de 15 jours. Oui. D'accord ? Parce que si vous dormez pas pendant une semaine, vous avez des insomnies pendant une semaine, c'est considéré comme passager. Oui, ça peut arriver. D'accord ? Au-delà de 15 jours, c'est un peu comme on a fait une émission dernièrement sur la dépression et c'était le même constat. C'est des symptômes quotidien qui dure plus de 15 jours, là, on consulte. Là, exactement, on commence à s'inquiéter. Ok, parfait. On a déjà abordé pas mal de choses et là, on va faire une petite pause musicale et on revient juste après parce qu'on a encore plein de choses à dire. Oui. Alors, restez avec nous et on écoute. Café Coaching, tous les mardis, avec Elodie. Et oui, et on est mardi. Et on est dans Café Coaching, on est ensemble jusqu'à 14h avec Corinne Bell. Qui est venue spécialement d'Annecy pour nous parler du burn-out. Elle nous en a déjà dit pas mal, mais on a encore beaucoup à dire. Oui, il y a encore beaucoup à dire. Donc, on parlait des signes avant-coureurs et maintenant, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu des causes du burn-out. Alors, avant de passer aux causes, ce que je voulais rajouter, c'est que dans le burn-out, ce qu'il y a de très vicieux, on va dire, c'est que son évolution est très lente, comme on disait tout à l'heure. Et en plus, vous êtes dans le déni de ce qui se passe en vous parce que vous êtes beaucoup trop préoccupé par votre travail et votre quotidien. D'accord. Donc, pas le temps de se poser et on ne voit rien venir, quoi. D'accord. Et souvent, on ouvre les yeux quand il est trop tard. Quand c'est trop tard et que le corps lâche complètement. Exactement. On est, comme on dit, la tête dans le guidon et on ne s'écoute pas. Oui, d'accord. Donc déjà, un premier mini-conseil, écoutez-vous. Voilà, exactement. Écoutez-vous. Donc, à l'origine des symptômes dont on a parlé, il y a des causes. Et on en note 6 principalement. Écoutez bien. Écoutez bien et notez. Alors, la première, c'est le manque de reconnaissance. Donc, pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui décrit les besoins fondamentaux et de croissance personnelle de tout être humain. Le besoin de reconnaissance et d'appartenance vient tout de suite après les 2 besoins fondamentaux, que sont les besoins physiologiques, donc manger, boire, dormir, et les besoins liés à la sécurité. Donc, on voit que c'est un besoin qui est très important. Et un salarié ou un professionnel qui ne reçoit pas de reconnaissance de la part de son manager, de ses collègues, de son entreprise, il va progressivement perdre sa motivation et l'envie de s'investir dans son travail. Et son énergie, du coup. Bien sûr. Alors, ça va engendrer quoi ? Des relations qui vont se détériorer au fur et à mesure et bien sûr une baisse de productivité. Oui. Pour l'entreprise. Donc, c'est important, messieurs les managers, si vous nous écoutez,
de savoir reconnaître les qualités de vos employés. Et Exactement. de les dire, quoi. C'est essentiel. Hein. Alors la deuxième cause, ça va être le surmenage, la surcharge de travail, une exigence trop élevée du travail bien fait. Alors, comment on en arrive au surmenage ? C'est classique actuellement, puisqu'on parle beaucoup de crise. Qu'est-ce qui se passe en temps de crise dans une entreprise quand les chiffres ne sont pas bons ? Tout simplement, on réduit les effectifs. Par contre, la charge de travail reste la même. Oui, donc il y a... Voilà. Il y a une surcharge de travail. Bien sûr. Donc, elle s'accroît pour le salarié et pour autant, on en arrive là à la troisième cause de burn-out, le salarié n'est pas payé plus. Oui, donc il y a encore plus un sentiment de dévalorisation. Exactement. Puisqu'on travaille plus. Voilà, le travail n'est pas reconnu. Ouais. On travaille plus et on s'estime sous-payé. Puisque il faut savoir que le salaire est intimement lié à la valeur que vous Bien donnez. sûr, bien sûr. Alors ne vous sous-estimez pas. Alors dans une société en crise, la tendance naturelle des entreprises, elle est liée justement à la réduction de 3 grandes sources de reconnaissance matérielle qui sont l'argent, le prestige et la sécurité de l'emploi. Donc une fois encore, dans ce cas-là, le salarié il perd sa motivation et il va s'épuiser. Et oui, puis parce qu'il y a un stress constant, bien sûr, quotidien, qui fait que ça demande beaucoup d'énergie. Oui, exactement. Et beaucoup de confiance. Oui, et sauf qu'on est en forte perte de confiance quand on commence à partir dans cet engrenage. Alors, la quatrième source de burn-out, c'est le décalage, l'écart qu'il peut y avoir entre les demandes des entreprises aux salariés qui sont liées aux objectifs à atteindre et les valeurs de ces salariés. Donc, les valeurs du salarié et les valeurs de l'entreprise ne sont plus en adéquation. Oui, ça c'est vrai qu'on peut le voir beaucoup. D'ailleurs, en coaching, moi je le vois beaucoup. J'ai beaucoup de clients, encore plus depuis le début de l'année, qui arrivent, qui ne sont pas en burn-out, mais qui sont presque en épuisement et qui arrivent effectivement avec moi ce que j'appelle la perte de sens, c'est-à-dire qu'elles trouvaient un sens à ce qu'elles faisaient jusqu'à maintenant, et puis d'un coup, ce qu'on leur demande de faire n'a plus de sens pour elles. Ce ne serait pas le cas pour quelqu'un d'autre, mais pour la personne en question, ça n'a plus de sens. Et ça, finalement, si la personne ne se fait pas aider ou ne fait pas de démarche sans se faire aider, ne fait pas de démarche pour en sortir, là, elle peut arriver jusqu'au burn-out. Bien sûr, exactement. Quand vous demandez à un commercial de vendre à tout prix tel ou tel produit, parce que vous lui fixez des objectifs qui peuvent être très élevés, ça va pas. Si le produit en question n'est pas adapté à la demande ou aux besoins de son client, lui il va pas se sentir en adéquation au niveau de ses valeurs. Pour lui, ses valeurs ne seront pas respectées. Et ça, les valeurs, c'est un élément qui est très très important. Moi, je le traite aussi beaucoup en coaching parce que les valeurs, c'est ce qui nous guide dans nos décisions, dans nos choix, dans nos comportements. D'accord. Et alors, il y en a 6, c'est ça ? Il y en a 6. Cinquièmement. Alors, la 5e source de burn-out, c'est le manque de cohésion dans une équipe de travail. Donc, pas de franchise, pas de respect, pas de confiance, pas de soutien. Et quand notre environnement devient toxique, il nous tire vers le bas. Ah oui. On en parle. On a fait pas mal d'émissions sur l'énergie, l'énergétique... ce qui se passe, la relation entre les gens, et c'est vrai que c'est des énergies négatives qu'on se récupère. Bien sûr. Et puis, on passe quand même 8 heures par jour, à peu près, au travail. C'est un tiers de notre vie. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Et puis, les relations humaines font partie des choses les plus importantes de la journée, finalement. Bien sûr. Alors... La dernière source de burn-out relevée est ce qu'on pourrait appeler le surcontrôle. Donc, dans un milieu professionnel, on a besoin d'avoir un minimum d'autonomie pour travailler. Et quand on a affaire à une direction, par exemple, qui ne nous laisse aucune liberté d'action, on finit par se désengager, par s'investir de moins en moins dans son travail, parce que simplement, on ne maîtrise pas ses activités. D'accord.
Oui. Donc ces 6 éléments là que je viens de vous citer, ce sont 6 éléments qui poussent l'individu à sombrer progressivement dans le burn-out. Oui. Donc là-dessus, vraiment chacun doit être vigilant et chacun peut agir à son niveau, que vous soyez employé ou que vous soyez employeur. D'accord. Oui, parce que même, c'est pas que les employés, les employeurs peuvent aussi avoir une fonction de veille, quoi, on peut dire. Bien sûr, je dirais même les employeurs en premier. Bien sûr. Alors, le premier outil dont on dispose, bien sûr, c'est la communication. Alors, je conçois que c'est pas toujours facile de communiquer avec certaines personnes, mais déjà, faut-il essayer et soi-même adopter la bonne attitude, ce qu'on appelle une attitude assertive, c'est-à-dire qui désigne simplement la capacité à s'exprimer et défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Parce que moi, j'en ai vu beaucoup des « oui, mais mon patron, on peut pas lui parler, on peut rien lui dire ». Oui, mais est-ce que tu as essayé? Oui, c'est vrai et pas forcément, il a eu peur, mais non, ou c'est pas la peine parce que... Non. On entend beaucoup ça. On entend beaucoup, oui, mais de toute façon, je ne peux pas lui parler. Voilà. Effectivement, essayer. Essayer avec la forme. Avec la forme, bien sûr. Essayer et persévérer. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler des conséquences maintenant du burn-out? Quelles sont les conséquences? On a parlé des symptômes, on a parlé des causes. Donc, vous vous doutez bien que par rapport à ce que je vous ai énoncé là, les conséquences du burn-out peuvent être très graves. Oui. Les individus en situation de burn-out peuvent mettre entre 6 mois et 1 an pour s'en remettre. Donc, c'est une vraie maladie et la reconstruction est très longue. Alors, ces conséquences, quelles sont-elles? Déjà pour l'entreprise, c'est l'absentéisme régulier, c'est des performances médiocres de la part des salariés, donc une productivité en baisse. C'est la perte de motivation, c'est le non-investissement des salariés dans leur travail et dans leur entreprise. Et puis des démissions à répétition qui peuvent entraîner un turnover important dans l'entreprise. Donc ça, économiquement parlant, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, effectivement. Donc, et par rapport à tout ça, même si ce coût est difficile à évaluer, pour autant, il est considérable pour l'entreprise. Oui, donc c'est vraiment important, enfin, sans parler d'argent, parce que c'est même, je veux dire, humainement, c'est vraiment important que l'entreprise investisse pour elle-même anticiper les dégâts du burn-out. Parce que c'est vrai que moi j'entendais beaucoup parler de je ne trouve plus mes mots, de sensibiliser les salariés, mais effectivement c'est aussi les managers. C'est surtout le travail des managers. Quand vous êtes manager et que vous avez une équipe de gens qui sont motivés, au niveau relationnel ça se passe bien, ils s'investissent dans leur travail, forcément vous avez une rentabilité, une productivité qui n'a rien à voir que si vous avez une équipe de personnes qui s'en fichent, qui n'ont plus la motivation, qui sont épuisées. Après voilà, c'est même pas, on va dire, la faute du salarié, c'est simplement qu'il en peut plus, quoi. Il est juste au bout du rouleau. D'accord. Bon, on va parler un peu des conseils, parce que je pense que les gens... Alors, est-ce que... Juste avant, excusez-moi, juste avant de parler des conseils, je voudrais dire les conséquences quand même pour l'individu. Ah oui, parce qu'on a parlé de l'entreprise. On a pour l'individu. Exactement. Alors, rapidement, et puis après on parle des conseils. Allez. Donc en fait, l'individu, il est tellement épuisé par son travail qu'il n'a plus la moindre énergie à consacrer à sa famille. Oui. D'accord ? Oui. Donc des loisirs, n'en parlons pas parce que vous n'avez pas le temps pour ça. Et puis peut-être pas l'envie. Ni l'envie ni le temps. Donc petit à petit, ça vous amène à vous désociabiliser complètement. Alors ça peut aller très loin, plus de femmes ou plus de maris, plus d'amis, plus de vie sociale, plus d'enfants aussi parfois, parce que simplement tout le monde s'éloigne de vous. Alors pourquoi ? Déjà parce que vous êtes dans le déni total. D'accord. Vous ne voyez pas les choses. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est la tête dans le guidon et on ne s'arrête pas 2 secondes pour voir ce qui se passe autour. Mais parce que ça fait peur de s'arrêter. Les gens ont peur. Oui.
Pardon, excusez-moi, je tiens comme je peux. Les gens ont peur de s'arrêter, ont peur du vide en fait. Et c'est ça qui... Et pourtant, c'est tellement important de se poser, de s'écouter. Et oui. Mais oui, c'est sûr que... en fait, c'est vraiment un cercle vicieux qui peut aller très loin et qui peut... exactement. Parce que l'entourage, il peut faire des choses pour vous, essayer de vous aider. Quand vous êtes complètement hermétique à tout ce qui se passe autour et même à ce que peut dire votre entourage, à un moment donné, l'entourage aussi baisse les bras. Et oui, et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Alors, on va faire une deuxième petite pause musicale et après, on va expliquer, enfin, c'est surtout vous qui allez nous parler des conseils pour éviter et pour en sortir de ce burn-out. Et on écoute, nous, Christine and the Queen. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et bien voilà, on arrive dans cette dernière partie de Café Coaching. Je suis avec Corinne Bell. Je suis avec Morande aussi qui est à la technique, comme d'habitude, qui vous fait un coucou. Et on parle aujourd'hui du burn-out. Et c'est surtout Corinne qui nous parle du burn-out. Moi, je ne parle pas beaucoup parce que, voilà, je suis comme quelques millions de Français, un peu grippée. Alors on parlait justement, on a abordé quand même pas mal de points sur ce vaste thème. Et là, il nous reste un petit quart d'heure et on va aborder les conseils. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des conseils des choses pour l'éviter déjà? Est-ce qu'on peut éviter ce... Alors, oui, on peut l'éviter de toute façon. Donc la première chose, c'est d'arriver à lâcher prise. Vous faites du mieux que vous pouvez, vous avez toujours la possibilité de vous améliorer, bien sûr. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait dans l'exécution de votre travail, si vous estimez ne pas avoir géré un événement, un conflit, une discussion au mieux, bon, ok, acceptez ce fait et posez-vous la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Ça vous aidera pour la fois suivante. Oui. Rien ne sert de se focaliser sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on a mal fait. C'est fait. Donc, on ne peut plus rien y changer. Par contre, vous pouvez faire mieux pour la prochaine fois. Oui, donc c'est plutôt se concentrer, de sortir de l'hyper-exigence, quoi. Voilà. Ça va vous permettre de lâcher prise, de prendre du recul. Alors, un autre conseil, c'est de ne pas laisser s'accumuler les problèmes. Ça va pas, j'en parle. Oui. J'essaye de comprendre, je cherche des solutions. Il faut que vous gardiez en tête votre objectif. Focalisez-vous. C'est quoi votre objectif? C'est faire votre travail du mieux possible. C'est être satisfait de vous, de votre travail. Faire en sorte que votre patron, votre chef ou votre responsable soit satisfait de votre travail. Donc, trouver des solutions, discuter, communiquer. Et puis moi, si je peux me permettre, c'est de rajouter, c'est être joyeux au travail. Oui, y aller avec le sourire aux lèvres, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Et c'est de toute façon en gardant l'esprit clair et positif que vous allez arriver à trouver des solutions, justement. C'est pas en se lamentant sur tout ce qui va pas. Oui. Là, votre esprit, il sera embrumé, il sera noir. C'est pas là que vous allez arriver à trouver les solutions. Donc, si vous êtes quelqu'un de naturellement stressé, travaillez sur votre gestion du stress. Alors, pour ça, l'outil le plus efficace, c'est votre respiration. Ah, oui, la fameuse... Évidemment, la fameuse respiration, parce que vous savez qu'on ne sait pas respirer. C'est vrai. Donc, la respiration, déjà, il faut respirer par le ventre. Alors ça, on vous l'a dit, vous le savez. Et ouais. Pour autant, est-ce que vous le faites? On a beau l'entendre, on a beau le savoir et on oublie. Voilà. Alors, la respiration, une respiration très efficace, je vais vous donner la petite astuce, c'est ce qu'on appelle la respiration 1-4-2. C'est-à-dire, un temps, j'inspire par le nez, 4 temps, je bloque, 2 temps, j'expire par la bouche.
D'accord. Donc, un temps correspondant au nombre de secondes. Vous inspirez, par exemple, pendant 4 secondes. Donc, après, vous bloquez votre respiration. Donc, 4 x 4, 16 secondes. Et vous expirez pendant 8 secondes. D'accord. Mais vous expirez vraiment... Vous évacuez le plus d'air possible, quoi. Faut plus qu'il reste rien à l'intérieur. Le sentiment de vider. Exactement. Finalement. Et ça, c'est très, très efficace. Vous faites ça 5-6 fois quand vous êtes stressé. Même, vous voulez aller demander une augmentation à votre patron, vous êtes un peu stressé. Faites cet exercice. Vous allez voir que ça va vous détendre. D'accord. 1, 4, 2. 1, 4, 2. C'est chiffres en tête. C'est pas les numéros du loto, mais... Non, ça pourrait. Ça pourrait. Après, vous avez toutes les techniques de sophrologie, de méditation, les techniques de relaxation. Si vous connaissez l'exercice du spaghetti, qu'est-ce que c'est l'exercice qui est du très spaghetti facile à faire, même quand vous êtes au travail et vous êtes tendu. Vous vous installez sur votre chaise confortablement et vous allez contracter tous vos muscles, depuis la pointe des pieds, les pieds, les mollets. Vous contractez vos muscles des cuisses, l'abdomen, la poitrine, les mains, les bras, tous vos muscles du visage également. Oui. Vous restez contracté comme ça pendant quelques secondes. Et ensuite, vous relâchez tout. D'accord, mais c'est vrai que ça doit être pas mal. Et pourquoi on appelle ça le spaghetti? Je ne sais pas qui a donné ce nom. J'aime bien. Parce que, peut-être, se raidir au départ, tout comme un spaghetti. Oui, et puis après, quand on le met dans l'eau chaude, hop. Voilà, exactement. On se détend. Et ouais. Alors, une autre clé que je peux vous donner, c'est de travailler aussi sur la gestion de votre état émotionnel. Puisque on a vu que les émotions, ça prend une grande part dans le burn-out. Donc c'est se dire, alors moi la technique que j'utilise pour contrôler, on va dire, mes émotions au long de la journée, je me mets des alertes sur mon téléphone toutes les 2 heures. Oui. Alors je le fais pas tous les jours, je le fais plus tous les jours, mais je me mets des alertes toutes les 2 heures et je me dis pendant les 2 heures qui se sont passées, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion? D'accord. Voilà. Déjà, pour voir si vous avez eu plus d'émotions positives ou plus d'émotions négatives. Pour prendre le temps, finalement, parce qu'un temps qu'on prend pas. Exactement. On pense pas prendre 5 minutes en se disant, sur ces 2 heures-là, qu'est-ce que j'ai ressenti, quoi. Exactement. D'accord. Donc, vous faites le bilan, en fait, des émotions que vous avez ressenties. Pourquoi j'ai ressenti ces émotions-là? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, quand c'est des émotions négatives, parce que c'est là-dessus qu'on travaille. Est-ce que c'était bon pour moi? Quel résultat j'ai obtenu? Et est-ce que c'était réellement le résultat recherché? Oui. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup? Bien sûr. Donc déjà, ne serait-ce que de se poser ces questions-là, ça permet de se remettre en question, de faire déjà un premier travail sur soi, et c'est important parce que les émotions, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je dirais, à gérer. Et pourtant, c'est c'est nos meilleurs guides, quoi. Bien sûr, bien sûr, nos meilleurs indicateurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Alors là, on est dans les conseils pour les vitesses. Qu'il y en a d'autres, des conseils pour éviter? Disons qu'après, vous pouvez, quand vous avancez sur votre développement personnel, attention, c'est un travail qui demande du temps. Vous n'allez pas faire ça en 2 jours. Et vous pouvez aussi travailler sur vos valeurs, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Oui. Il est indispensable de les connaître. Comme je vous disais, c'est vos valeurs qui vous guident dans vos choix, vos décisions et vos comportements. Donc là, c'est pareil, ça demande de prendre du temps. C'est un vrai travail. Donc non seulement il faut que vous connaissiez vos valeurs, mais il faut que vous connaissiez également la hiérarchie de vos valeurs. Oui. Parce que ça peut tout changer. Les valeurs les plus importantes à vos yeux. Exactement. Il y a aussi le travail sur les croyances qu'on peut faire. Donc, identifier vos croyances limitantes, celles qu'on appelle limitantes ou toxiques. Par exemple, je suis nulle. Je suis nulle. Je suis pas efficace. Je sais pas travailler correctement. D'accord. Et une fois qu'on les identifie, on en fait quoi? Il faut supprimer les croyances limitantes pour les remplacer et créer des croyances positives ou qu'on appelle dynamisantes. D'accord. D'accord.
Un conseil aussi que je tiens à vous donner, j'espère qu'on a encore un petit peu de temps. Il nous reste, on va dire, 5 petites minutes, Voilà. 6 minutes. En fait, ça concerne votre physiologie. À la base, si vous avez une alimentation saine, vous buvez de l'eau tous les jours, vous dormez entre 6 et 8 heures par jour, ce qui est la bonne moyenne. Déjà, de par cette hygiène de vie, ça va vous aider à gérer les événements du quotidien. Oui. Vous serez moins sensible au stress. Oui, hein. ça c'est vrai que on le dit dans, je pense, toutes les émissions que je fais où on parle un peu de certaines techniques ou de problèmes de dépression. Vraiment, l'alimentation, l'hygiène de vie, c'est la première chose. Bien sûr, c'est essentiel. Et ouais. C'est essentiel. Alors, la petite astuce, c'est que tous les matins à jeun, vous pouvez boire un citron pressé, citron frais pressé. Hein, vous buvez votre citron quand vous vous levez le matin. Ensuite, vous allez faire votre toilette. En fait, ça contribue à rééquilibrer le pH de votre corps. Oui. Donc, entre acide et alcalin. Oui. Vous savez, bon, le pH neutre, c'est 7. Ouais. Bah, de boire du citron comme ça tous les matins, ça vous permet d'équilibrer votre organisme. Et finalement, de peut-être moins être dans des colères ou dans des... Enfin, si je vais plus loin, hein, en fait. Si je vais plus loin, en fait, ça permet effectivement d'avoir d'être aussi équilibré émotionnellement. Bien sûr. fait. Bah, vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez bien dans votre tête, vous vous sentez bien au travail. Alors, là, on a vu un peu les conseils pour l'éviter. Est-ce qu'on a 2-3 petites choses à dire à personnes qui nous écoutent pour en sortir, s'il y a des personnes qui sont déjà dedans et qui... Alors, pour en sortir, quoi qu'il en soit, il faut un suivi médical. Oui. Ah, on l'a dit, c'est une maladie. Pour ce qui concerne la psychologie, je dirais, voilà, soyez fiers de vous et de ce que vous faites. Voyez vos réussites, d'accord ? Les personnes ont beaucoup trop tendance à se focaliser sur ce qu'elles ont mal fait, sur leurs échecs, sur ce qu'elles n'ont pas réussi. Se focaliser sur toutes les petites réussites. Ben, bien sûr. Alors, c'est difficile d'accepter ses limites, mais vous devez le faire, vous devez accepter d'être imparfait. Hein. Accepter que les situations ne soient pas idéales. Hein. Alors, cette expérience, malheureusement, elle vous a permis quand même si elle est douloureuse, elle vous a appris des choses. Oui, hein. Gardez en tête que chaque expérience fait grandir, et là pour nous faire grandir. Exactement. Et là, vous avez même une chance de pouvoir changer, de pouvoir recommencer les choses. Et oui. Et puis il faut prendre ça réellement comme une chance. De toute façon, moi, on m'a toujours dit, on m'a toujours appris, derrière chaque challenge, pour ne pas dire problème, il y a un cadeau. C'est vrai. Voilà. Alors, trouvez le cadeau. Il y en a un. Il y en a un. Vous êtes là pour apprendre quelque chose. Hein. Alors après, il y a tout un travail de reconstruction de l'estime de soi. Mais bon, vous savez faire des choses. Vous avez des valeurs fortes. Donc voilà, travaillez là-dessus. Focalisez-vous là-dessus. Hein. C'est ça qui va vous aider à vous en sortir. Se focaliser sur tous les petits points positifs. Exactement. Et de la personnalité, et de sa propre personne, et de sa vie, et de tout ça, quoi. Ouais, exactement. Et d'autant que par rapport à la notion d'échec, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent ça comme un échec. Socrate, il disait, la chute n'est pas un échec, l'échec est de rester là où on est tombé. Exactement. Ouais. Oui, j'aime bien ça. Moi, j'aime beaucoup aussi cette citation. Ouais. Voilà, parce que voilà, on peut tous tomber. Voilà. Mais si vous vous relevez, vous continuez, vous allez de l'avant, vous apprenez de votre échec, c'est là que vous grandissez. Moi, je donne souvent l'exemple concret de l'enfant qui apprend à marcher et qui ne se rappelle pas quand on a 20 ans ou l'âge qu'on a, qu'on est quand même, on est tombé un paquet de fois quand même. Hein. Et en fait, on s'est relevé, puis à un moment, ça devient naturel de marcher. Et en fait, pour moi, c'est un peu pareil dans la vie, c'est se relever pour se rendre compte que, est-ce que c'est vraiment un échec ? Voilà, bien sûr. Alors, pour moi, même, je dirais, l'échec n'existe pas. Voilà. Ce sont que des expériences. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a un dernier petit conseil ? Allez, il nous reste... un petit peu de temps. Alors, le dernier petit conseil, alors je vais dire, si vous êtes employeur,
Faites preuve de marque d'attention, c'est très important, de reconnaissance. Soyez juste au niveau du salaire, fixez des objectifs qu'on appelle écologiques, donc qui sont bons pour tout le monde. Hein. Et puis, si vous êtes salarié, n'hésitez pas à beaucoup communiquer avec votre hiérarchie. Apprenez à dire non. Vous avez le droit de dire non. Hein. Et apprenez bien sûr à gérer votre temps et vos priorités. Tout n'est pas urgent et important. Voilà, exactement. Et on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Corinne. Alors du coup, vous pouvez réécouter l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission si vous voulez réentendre les conseils de Corinne Bell sur mon Facebook Pro qui est Elodie Conseil et Coaching, je crois. Waouh. Moi-même, je me rappelle plus de mon Facebook professionnel. Enfin, en tout cas, si vous passez par le Facebook de Radio Pluriel, vous me trouverez. Et puis, merci encore pour tous ces conseils. On vous rappelle donc, prenez le temps. Hein, écoutez-vous, posez-vous, quelle que soit d'ailleurs la problématique, c'est la clé pour beaucoup de choses. Merci d'être venu et moi je vous dis à tous à la semaine prochaine. À très bientôt dans Café Coaching.